Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo qui sort tous les mois, l'habituel. Du coup c'est la sortie livresque. Du coup ça sera pour le mois de mars. Il y a 2-3 petits pépites qui sortent, donc j'en ai certains que j'ai hâte de voir. Il y a des choses qui m'intriguent aussi, donc on va voir ce que ça donne. Et puis je vais vous dire tout ce qui moi j'attends qu'ils sortent. Il y a des sorties qui vont sortir mais que je ne lirai pas parce que c'est des sagas que j'ai abandonnées ou des sagas que je n'ai jamais lues mais qui sont extrêmement connues, donc je m'excuse d'avance. Donc voilà, donc c'est parti. Je le ferai avec mon ordi parce que j'ai un petit souci avec ma tablette qui malheureusement est en train de rendre l'âme. Je l'ai envoyé en service technique, on verra bien, mais j'y crois pas trop. Et eux non plus, personnellement, quand je l'ai donné, on verra. Donc je serai avec l'ordinateur, donc je m'excuse d'avance si j'ai un peu de mal si c'est pas trop fluide, parce que des fois j'ai quand même un peu de mal à l'utiliser. Parce qu'il est, certes il est pas neuf, mais je sais pas encore trop l'utiliser, donc on y va. Alors on commence avec le 1er mars. Nous avons le Pont des Tempêtes, le tome 1, qui sort. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. De certitude, guide Seba, le roi Arène, d'Intiga, son ennemi juré, et c'est à elle qu'elle revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Ithaca est la seule voie commerciale, et Ithaca abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont impénétrable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et étourdeant et d'un luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle la tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Ça a l'air assez intéressant, honnêtement. Et la couverture, je sais pas, il y a quelque chose qui en ressort, donc on verra bien ce que ça donne. Le même jour, nous avons La chasseuse et l'alchimiste, qui est magnifique. Honnêtement, la couverture est juste sublime, je la trouve très belle. Je vous lis le résumé. Le légendaire Allah, créature mythique, a fait son apparition et une grande chasse va s'organiser. Margaret en est sûre. Si elle emporte cette chasse, sa mère Eveline rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore, il a été congédié par tous ses maîtres et Eveline représente sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il l'accompagne à la chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a vécu seule dans cette maison branlante, remplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Franchement, ça nous promet, on va dire, une épopée juste magique, honnêtement. Donc j'ai hâte de voir, en tout cas la couverture nous vend énormément de rêves, donc on verra ce que ça donne. Le même jour, nous avons Happily Never After, le tome 3 sur Yzma qui sort. Alors qu'elle doit se cacher dans la boutique de son père pour concocter ses précieuses potions, incomprise par son entourage, Yzma a toujours su qu'elle était faite pour plus, bien plus. Mais elle a tout prévu. Grâce à sa ressemblance frappante avec la fille de l'impératrice et sa capacité à reconnaître tous les poisons, Yzma devient officiellement la goûteuse et la doublure de la princesse Yatsil. Commence alors une vie de luxe au pays et Yzma échafaude un plan pour acquérir de plus en plus de pouvoir. Mais ce plan tourne mal lorsqu'elle est enlevée par Ez, le prince héritier du royaume Kataras, pauvre mais d'une beauté ravageuse. Malgré elle, Yzma découvre qu'elle est en train de tomber amoureuse. Ez lui brisera-t-il le cœur quand elle apprendra qu'elle n'est pas la vraie princesse, ou bien est-ce celle qui choisira ou est-ce qu'elle choisira le pouvoir plutôt que l'amour? C'est Yzma, je veux dire, elle est mythique dans le dessin animé, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans Cusco, c'est Yzma, donc on verra. Le 1er mars, toujours, Drugs qui sort de chez Casterman. À la suite d'une blessure qui compromet ses chances d'intégrer un cursus sportif, Isaac accepte des antidouleurs pour guérir plus vite. 16h, il vire et chine à prendre un médicament censé réguler ses troubles à l'attention et finit par s'y résoudre. Ils ignorent qu'ils sont l'enjeu d'un pari machiavélique entre Roxy et Addison, deux drogues personnifiées. C'est... Je sais pas, ça... C'est celui qui, en fait, c'est une énigme pour moi, celui-ci. On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais le prendre en e-book, personnellement.
Mais je sais pas, ça a l'air d'être un peu... voilà, je sais même pas comment l'expliquer tellement le résumé est assez perturbant, donc on verra. Le 2 mars, nous avons Mystic Falls, tome 1, le maître des arcanes qui sort. La couverture est sublime, honnêtement il est juste magnifique. Et ouais, ça nous promet une belle chose. Je vous lis le résumé. Une guerre de longue couvre depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force de la magie, la découverte des armures robotisées ou mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles révélaient bien leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution pour s'assurer la victoire serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de la mort et du joker Sage. Héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur, il est traqué pour ses capacités et trouve refuge à la prestigieuse Université des Magies. Il y rencontre Diba, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous deux vont tenter de percer le secret qui entoure les origines des ARM, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre. Je sais pas, ça promet, on va dire, un peu je pense que ça va être une Dark Academia, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de le lire. Le 2 mars, c'est un livre que je ne lirai pas, mais qui est apparemment très attendu. Il y a Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, et donc du coup, c'est la suite de le prieuré orangé. Voilà, moi je n'ai pas lu et personnellement, c'est pas un livre qui m'a très plu, qui m'a jamais attiré, donc voilà. Mais il sort, si jamais. Le même jour, nous avons l'Altus. Tous les vœux sont-ils bons à exaucer, et si son plus grand désir était l'enfer? Altus est le nom d'un vieux coffret noir mentionné dans les livres. Si vous l'ouvrez, il vous transformera en celui ou celle que vous désirez être par-dessus tout, même si vous l'ignorez. Un soir, Tom, Léa, Marcelin et Louis dénichent le coffret noir sur le chantier d'une mine. Quel meilleur moyen pour percer ses secrets que l'ouvrir chacun à leur tour? Ça a l'air trop bien. En plus, ça me fait penser un peu à Jumanji, donc on va voir ce que ça donne. Je suis pas très fan de films d'horreur, donc on verra. J'espère qu'il ne me fera pas trop peur, parce que sinon, il y a des chances que je le lise pas, malheureusement. Le 8 mars, nous avons une sortie que j'ai déjà précommandée. Il s'agit de La fille du roi pirate, qui a l'air géniale. Alosa est la fille de Caligan, le roi pirate qui règne et terrorise les mers. Son père décide de l'envoyer en mission afin de mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qui mènerait à des richesses incommensurables. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa accepte de se faire capturer par ses pires ennemis, s'offrant ainsi la possibilité d'infiltrer leur navire. Captive au milieu d'un impitoyable équipage de pirates cruels, Alosa sait pourtant que la fameuse carte est à portée de main. Le soir, au lieu de dormir, elle part en exploration du bateau. Très vite, son plus grand obstacle devient son ravisseur, Raiden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Ça a l'air trop bien. J'adore les romans de pirates de KPDP, donc j'espère ne pas être trop déçue. Donc voilà. Et en tout cas, il me vend pour le moment pas mal de rêves. Alors, le 8 mars, nous avons Rêve toujours. Le coup de foudre, vous connaissez, pas la flèche de Cupidon, non, mais l'électrisation au sens pur. Fleur a en fait la douloureuse expérience, un soir d'orage, et semble s'en sortir sans véritable séquelle. Enfin, c'est ce qu'elle croyait, jusqu'à ce qu'elle se réveille dans une chambre d'inconnu, aux côtés d'un jeune homme aussi stupéfait qu'elle de sa brutale apparition. Elle, la reine de son lycée privé alsacien, aussi hautaine que prestantieuse, se retrouve en Australie, dans le lit de Naroma, précisément. Jeune autochtone, attaché à ses racines, il est son exact opposé. Généreux, intelligent, mais très pauvre, il assume depuis la mort de ses parents et vit avec sa tante loufoque. Le mystère s'épaissit lorsque Naroma atterrit à son tour dans les draps satins de Flore. Quel est donc ce sortilège qui les lie, les téportant entre la France et l'Australie à chaque endormissement? Que dire que leur collection physique et psychique qui les dépasse, mais les oblige à surmonter leurs différences, menottés l'un à l'autre par ce phénomène inexplicable. Le coup de foudre pourrait cependant prendre une autre signification. Je sais pas pourquoi, mais c'est un livre qui m'attire. En tout cas, le résumé m'a bien plu. Donc, ouais. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai hâte de le lire. Le lendemain, le 9 mars, nous avons Vamps qui sort. La couverture est assez originale avec du coup le nom qui fait en néon, qui a l'air plutôt pas mal.
Alors, bienvenue à Worms, l'école d'élite 6 au cœur des Alpes suisses qui accueille les enfants les plus puissants de la famille vampire du monde entier. Dylan, jeune Irlandais de 18 ans, est un outsider. Né d'un père humain et d'une mère vampire qu'il n'a jamais connue, il est un vampire, un sang mêlé. La cérémonie d'intronisation aux nouveaux arrivants boivent au cou de la directrice est un choc pour Dylan qui n'a jamais vu de sang humain. Mais s'il veut survivre dans ce nouveau monde impitoyable, le jeune homme va devoir accepter sa part d'ombre. Au fil du temps et des cours, pouvoir monter au combat, vol, Dylan se découvre des canines pointues, une vitesse et une force surhumaine, mais aussi le goût pour le sang, ainsi qu'une étrange proportion à capter les pensées des autres. Le sang ne ment pas, et celui de Dylan, rare et puissant, en fait une cible de choix pour la vieille aristocratie vampirique. Franchement, il nous vend pas mal de rêves. Ça a l'air d'être un vampire avec de la Dark Academia quand même dedans. Il doit y avoir, à mon avis, aussi un petit peu de complot. Donc on va voir ce que ça donne. Le 9 mars, le même jour, nous avons Succulentes les aventures de Mila et Bulle, la fleur de sucre. C'est une BD. J'ai été extrêmement et tout de suite attirée par du coup en fait la couverture qui est extrêmement colorée, qui a l'air plutôt pas mal. Je vous lis le résumé. Rien ne va plus au village de Mila et Bulle, son dragon Fennec, depuis que la dernière fleur de sucre a disparu. Les desserts perdent peu à peu de leur petit goût de bonheur. Pas étonnant que tout le monde ne soit de plus en plus triste. Une vie sans meuf finale amertie, jamais. C'est décidé, direction la forêt de bûches glacées pour essayer de la retrouver. Car s'il y a une chose que Mila aime autant que son 4 heures, c'est bien de partir à l'aventure avec son compagnon de toujours. C'est sur les desserts en plus, enfin, ça ne peut être... Voilà, ça ne peut être que bien. C'est des desserts, qui n'aime pas les desserts? Le 15 mars, nous avons Persona, le tome 1, la capitale de la lumière, qui sort. La couverture est assez intrigante. Elle fait penser un peu à des temples grecs. Donc je vous lis le résumé. Le monde de luxe, celui qui est touché par la lumière, développe des dons singuliers. Mais Fao, capitale resplendissante du royaume d'argent, les jeunes qui possèdent ces pouvoirs hors du commun sont craints, méprisés. Dès leur enfance, ils sont enfermés dans les officiats où leurs dons deviennent une marchandise comme une autre mise au service des plus offrants. À leurs 18 ans, un choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons. Désolée, c'est que j'ai laissé mes chats dehors et ils sont en train de faire les fous. Se marier et abandonner leurs dons ou rejoindre le culte de la lumière. À quelques mois de ce dilemme, Andrea refuse ces deux options. Son don de persona lui permet de créer des masques et d'échanger d'apparence comme bon lui semble. En quête de sa propre identité et de ses souhaits pour l'avenir, Andrea veille sur les enfants de l'officium qui l'héberge depuis l'enfance. En particulier sur la malicieuse petite Pax, dont le don peine à se manifester, jusqu'au jour où une riche cliente l'embauche, ainsi que 2 de ses amis, pour une mission qui changera le cours de la vie et du destin de Fao. Kidnapper le mystérieux fiancé de la princesse Hélios, le veille du mariage royal. Ça a l'air plutôt pas mal, non? On va voir ce que ça donne. En tout cas, la couverture est extrêmement jolie. J'en suis tombée sous le charme. Le 16 mars, nous avons Cendrillon est morte de Saxus. La couverture, en tout cas, est très bien réussie. J'aime beaucoup. Je vous lis le résumé. Le conte de Cendrillon n'est peut-être pas celui que vous croyez. 200 ans se sont écoulés depuis que Cendrillon a trouvé son prince, mais le conte de fées est terminé. Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel, où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de leur beauté et de la parure. Si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et une terrible destin les attendent. Sophia, 16 ans, préfère de loin épouser Erin, sa meilleure amie d'enfance, plutôt que de parader devant des prétendants. Lors du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et de se retrouver cachée dans les mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une bonne fois pour toutes, mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Déjà, on va parler du conte de Cendrillon. Il va forcément y avoir du coup une légère réécriture, et du coup, en fait, voir le conte, mais 200 ans après le bal, ça nous promet en tout cas de belles choses, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, la couverture est très belle, j'aime beaucoup. Le 16 mars, nous avons Dans la tête de Gideon Green qui sort. La couverture nous promet, en tout cas, on a l'impression que c'est un polar, vu comme c'est fait. Donc je vous lis le résumé. En résolvant un mystère, Gideon parviendra-t-il à se dépasser sa différence et à être accepté? Dans la veine de le bizarre incident du chien pendant la nuit. Extrêmement intelligent, autant que mal à l'aise socialement, Gideon s'est fait connaître dans son quartier quand il a monté une petite agence d'enfants détectives.
Mais aujourd'hui adolescent, tous ses amis sont passés à autre chose. Sauf lui, avec son chapeau et son imperméable, Gideon vit une adolescence morne et solitaire et ne se passionne que pour les films de détectives. Et il a sans cesser ses enquêtes. Jusqu'au jour où son ancienne meilleure amie, Lily, lui demande de l'aide pour résoudre un mystère avant d'écrire un article dessus dans le journal du lycée. Gideon ne peut résister devant ce défi et cette occasion de briller à nouveau malgré l'opposition farouche de son père. Il rejoint l'équipe du petit journal et à sa grande surprise se lie rapidement d'amitié avec la plupart des apprentis journalistes. Il tombe même amoureux de Tess, la rédactrice en chef qui semble accepter ses particularités. Mais l'enquête prend un tour bien plus grave que prévu quand Lily découvre le corps d'un homme assassiné. La gravité dépasse le groupe d'adolescents, en partie Gideon et Lily qui refusent de renoncer à leur risque et péril. Voilà, un petit polar qui n'a pas l'air de faire trop peur. Donc c'est parfait pour moi qui ai une grosse trouillarde. Le 23, nous avons Lumen qui nous sort une petite pépite qui a l'air juste trop bien. Il s'agit de Light Lark, la saga du coup. Donc je vous lis le résumé. Le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Tous les 100 ans, l'île maudite de Light Lark réapparaît pour accueillir le centennal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance chacun de briser la malédiction qui s'est abattie sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Calice règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celle ou celui dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le centennal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper, trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Ça a l'air trop bien, honnêtement. Et en plus, Lumen fait une campagne dessus. Ils nous le vendent plus que bien. Donc j'ai vraiment hâte de les lire parce qu'il a l'air trop bien. Le 29 mars, nous avons Dark Ascension, le tome 1, Vilaine. Il s'agit des 2 méchantes sœurs de Cendrillon. On est sur le mois de Cendrillon, j'ai l'impression. Donc je vous lis le résumé. Drizella et Anastasia ne savent qu'une chose. Elles ne firmeront jamais comme leur mère, Lady Tremaine, lorsque leur père les a quittées. Bah alors, ça va mon bébé? Bah alors mon bébé, ça va? Bien. Ça va mon bébé? Tu t'es bien fait mal? Non, bah ça a l'air d'aller, elle est repartie. Hein. Je sais pas, elle s'est pris la fenêtre. Je sais pas. C'est pas drôle. Revenons-en. Ah, du coup. Elles ne finiront jamais comme leur mère, Lady Tremaine. Lorsque leur père les a quittées jeunes filles, il a emporté avec lui tout ce qu'il restait de la fortune de leur famille et de la dignité de leur mère. Quelques années plus tard, et un beau-père décédé, la seule version de Lady Tremaine que Drizella et Anastasia connaissent est une chef de famille, une chef de maison amère et cruelle. Anastasia et Drizella se sont promis et l'un à l'autre qu'elles ne seront différentes. Elles trouveront l'amour, verront le monde et ne laisseront jamais leur cœur se refroidir. Mais les 2 sœurs ne sont que trop conscientes que pour cela peut signifier qu'elles seront jetées en disgrâce auprès de leur mère et alimentées par les tendances de Lady Tremaine et à monter les filles les unes contre les autres. Elles sont enfermées dans une valse compliquée de fraternité ténue. À l'ombre de la première fête royale, leur seule chance d'impressionner le prince est de répondre aux attentes de leur mère. Les sœurs ont enfin un aperçu de ce que la vie pourrait être en dehors des intentions de Lady Tremaine. Drizella découvre l'amour de la science et Anastasia déclenchant une romance secrète, mais ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une mère dont les plus grands talents résident dans la manipulation et les sœurs pourraient apprendre que même les cœurs les plus cruels peuvent verser du sang. C'est les 2 sœurs d'Anastasia. Enfin, c'est Anastasia. Elles étaient détestables dans le roman de Disney. Donc on va voir ce que ça donne. À la fin du mois, le tome 3, je ne m'attendais pas à avoir une suite, honnêtement, je pensais que c'était fini, donc je suis extrêmement contente de cette suite-là. Il s'agit de La Carte des Confins, le tome 3, la destinée de Avalon. Donc je vous lis le résumé. Et si le plus terrible de pirates était une femme? Ce 3e tome suit les membres de l'Avalon, enfin avant l'arrivée de Kali
et leur grande quête des confins. L'histoire se commence avec Bold, le personnage préféré d'Eddie. Chut. Ils font les fous aujourd'hui ces chats, ça va pas du tout. Ce troisième tome suit les membres de l'Avalon avant l'arrivée de Kali et leur grande quête dans les confins. L'histoire commence avec Bold, le personnage préféré des lecteurs de la carte des confins. Il n'est alors qu'un jeune marin avide de faire ses preuves, qui voit ses certitudes vaciller quand il se met à fréquenter des pirates jusqu'à sa rencontre décisive avec Blake, le capitaine de l'Avalon. Cette histoire alterne entre celle de Blake, justement on découvre son enfance sous la coupe d'un père abusif. Décidé à reprendre l'équipage à la mort de celui-ci, il devra faire ses preuves. Heureusement qu'il est bien entouré par Bold, Glenn et Doc. Pour assurer sa réputation, tant que sa loyauté et son équipage, il se lance dans la quête d'un trésor réputé inaccessible et rencontre en chemin Hal, le sorcier des vents, qui l'aidera dans cette quête et bien d'autres. Il sera aussi aidé par de vieux amis de Bold et rencontrera celui qui deviendra son pire ennemi, le capitaine Toll. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une suite, donc on verra bien. Le même jour, nous avons du coup Woodwalker, le tome 1, la métamorphose de Karad, qui sort. Je vous lis le résumé. Ça a l'air plutôt pas mal, la couverture en tout cas donne extrêmement envie. Par esprit de rébellion, Karag le puma va tenter de s'intégrer au monde des humains. Derrière le pelage du fauve, jeune puma se cache un incroyable secret. Un métamorphe mi-humain, mi-animal. Fasciné par la ville, Karag rêve de quitter ses montagnes natales et de vivre parmi les humains, contre l'avis de ses parents. À 11 ans, il se rend au commissariat de Jackson Hole et déclare ne pas savoir d'où il vient ni qui il est. Pari gagné, tout le monde n'y voit que du feu. On lui fournit une identité, de quoi vivre comme un véritable humain. 2 ans plus tard, Karak est désormais Jay, scolarisé en 5e année à Jackson Hole. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Harcelé, rejeté, incapable de retourner à la vie sauvage, Karak trouve refuge à Clatterhide, un pensionnat pour les créatures mi-humaines, mi-animales. Il y fait la rencontre d'Andrew, une célébrité chez les humains, mais un métamorphe comme lui. L'intégration est possible, ce qui lui semble faire dire que l'homme d'affaires qui le prend sous son aile. En réalité, la dure loi de la jungle s'applique partout, chez les humains comme chez les animaux. Karak devra apprendre à se méfier des apparences s'il veut survivre. Ça a l'air plutôt pas mal, honnêtement. J'ai hâte de voir. En tout cas, la couverture est très belle, donc ça ne peut être normalement que bien. Et voilà, je vous ai dit tout ce que moi j'attendais avec impatience. N'hésitez pas à me dire si moi j'en ai pas dit que vous attendez. Il y a des romans que je n'ai pas lus et qui ne m'intéressent pas, mais qui peuvent être sûrement très bien et que je peux peut-être regretter de ne jamais lire, donc on verra bien. En tout cas, je vous dis du coup à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bye bye!